Et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour cette matinale sur du territoire au portefeuille, financer la nature entre risque, impact et opportunités. Nous sommes ravis de vous accueillir à tous ici au Palais Brognard, dans les locaux des Finances Innovation. Moi, je suis Gisela Sanchez, directrice des affaires européennes au sein du pôle. Finance Innovation est un pôle de compétitivité et la finance digitale en France. On regroupe un écosystème de 600 membres très large entre start-up, scale-up, grands comptes, cabinet de conseil, investisseurs et académiques. Et donc, du coup, on est divisé en 7 verticales: la banque, l'assurance, la gestion d'actifs, la gestion des finances d'entreprise, l'immobilier, la finance décentralisée et la finance durable et solidaire. Et aujourd'hui, cette matinale s'imbrique parfaitement dans cette dernière. Donc, du coup, nous, on est là pour vraiment pousser l'innovation et regrouper l'écosystème afin de générer du partage entre différents acteurs. Et cette verticale, elle a aussi d'autres actions. Notamment, on a un groupe de travail sur la partie ESG qui est en cours de route. Et aussi, on a des projets européens sur la thématique. On a un sur la formation pour les adultes en ESG. D'ailleurs, il y a un appel à projet pour participer à cette formation pour les membres de Finance Innovation. Et un autre projet aussi dans lequel on enquête, l'idée c'est de faire une sorte de framework ou un cadre pour des projets avec impact climatique afin de créer des projets rentables, bankables depuis le début. Donc, c'est avec grand plaisir que je passe la parole avec Mathieu, associé chez Bartel, pour vous présenter aussi et partir. Merci. Merci Gisela, merci Finance Innovation de nous accueillir de nouveau au Palais Brognard. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous suivent à distance. Moi, je suis Mathieu Gosselin, je suis associé en charge des services financiers chez Bartol. Bartol, on a un cabinet de conseil pluridisciplinaire, on est 320 collaborateurs. Parmi les secteurs que l'on adresse, les services financiers, parmi les thématiques que l'on adresse, l'impact. Moi, je trouve que cette rencontre fait écho à deux tendances de fond qu'on observe chez nos clients. La première, probablement, la nature et la biodiversité. Ça fait 2-3 ans que cette thématique elle est très forte dans les réflexions, avec une vraie difficulté à appréhender le sujet. Alors, vous aurez probablement noté que Olivier Gavalda, dans la feuille de route, le PMT Crédit Agricole A28, a mis la nature devant. On voit que du coup, que le sujet est vraiment, après les réflexions, il est vraiment en train d'émerger. Néanmoins, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça reste à définir. Une deuxième tendance de fond qui me semble aussi importante de noter, c'est le besoin d'opérationnalisation de l'ESG. Alors, certains parlent de backlash green, d'autres parleront d'ère de maturité de l'ESG. Il y a un truc qui est certain, c'est qu'on a de l'écoute sur ces sujets auprès des parties prenantes, les clients internes, les clients externes, à partir du moment où les thématiques poussées s'insèrent dans les modèles économiques de manière très concrète et pragmatique. Et je pense que cette table ronde du territoire au portefeuille, elle est vraiment à la croisée de ces deux tendances. La nature et comment insérer ces sujets dans les modèles économiques. Je vous avoue que c'est encore un petit peu la quadrature du cercle aujourd'hui, mais on a réuni un super panel d'experts et je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse à toutes les questions, mais je suis certain qu'il y aura des pistes super intéressantes. Donc, merci à vous tous d'être ici. Merci à tous ceux qui sont présents. Et puis, on démarre. Merci Gisela, merci Mathieu pour le passage de relais. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis Andrea Tsimbarajon, je suis senior manager chez Bartol en charge de la finance durable. Et je suis moi aussi très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle table ronde 2025. Alors, comme le disait Mathieu, chez Bartol, ça fait plusieurs années qu'on accompagne les acteurs financiers sur l'intégration de l'ESG. Et plus spécifiquement, depuis 2 ans, on essaie de les amener à se questionner sur les enjeux liés à la biodiversité. Donc, l'année dernière, on a publié une étude en collaboration avec les acteurs de la finance responsable et Novetic pour évaluer la maturité de l'industrie financière sur ces enjeux. Les résultats affichaient un score de 2,3 sur 5. Bon, voilà, on se dit le sujet est compris, ou en tout cas retenu, mais l'intégration réelle, en tout cas dans les métiers, dans les pratiques, et surtout dans les décisions, n'est pas encore palpable. Le sujet aussi, c'est qu'on travaille essentiellement sur le fait que la biodiversité, on ne peut plus ignorer ce sujet aujourd'hui, puisque
les pressions qu'exercent les activités économiques sur finalement la biodiversité. Donc, ce qu'on entend par les pressions, c'est la dégradation des sols, les ressources marines, les pollutions et le changement climatique. Voilà, c'est un sujet qu'on ne peut plus ignorer. Et d'ailleurs, la publication du rapport Nexus de l'IPBES à la fin de l'année 2024 va un peu plus loin pour poser un petit peu ce débat en positionnant l'eau, l'alimentation, la santé, le climat et la biodiversité comme un système d'interdépendance. Voilà. Donc ça, c'est un acte, enfin, c'est un propos fondamental. Et ces interdépendances, aujourd'hui, on les constate, on les voit à un niveau local, donc à un niveau territorial, autour des sujets de stress hydrique, de la qualité des sols, de la disponibilité des ressources, mais dont les impacts remontent très rapidement dans les filières économiques et aussi au niveau des entreprises. Donc, pour la finance, qui sera très bien représentée aujourd'hui, ça change profondément le cadre d'analyse, finalement, parce que comprendre les enjeux liés à la nature, c'est finalement mesurer les dépendances économiques essentielles, l'eau pour produire, les sols pour cultiver, les ressources naturelles pour transformer les produits, et les écosystèmes pour mitiger les risques environnementaux, sanitaires et autres. Et bien entendu, la stabilité climatique qui, elle, sert finalement à sécuriser les chaînes de valeur des entreprises que les acteurs de la finance financent ou investissent. Voilà, donc aujourd'hui, on est là pour se dire où est-ce qu'on en est vraiment sur ces sujets, qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui résiste finalement sur ces thématiques, et comment, comme l'indiquait Mathieu un peu plus tôt, comment est-ce qu'on arrive à intégrer ces enjeux vraiment sur une approche opérationnelle et surtout crédible aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai la chance d'en échanger ce matin avec 4 experts de la finance durable. Voilà, peut-être je vais vous laisser vous présenter dans ce sens-là, en commençant par Lucie. Okay. Oui, merci beaucoup. Donc, oui, Lucie Pecker, et je suis responsable biodiversité et adaptation au sein de l'Institut de la finance durable. Bonjour à toutes et à tous, Sébastien Marangoni, moi je suis directeur de l'impact chez BPCE Assurance, en charge du métier assurance de personnes, donc toutes les activités qui relèvent de l'épargne retraite, la prévoyance, l'ADE, et en particulier, il y a une petite spécificité puisque sur la partie investissement, c'est nous qui sommes chargés de définir l'ensemble du cadre qui s'applique à toutes les filiales de BPCE Assurance, qu'elles soient côté assurance de personnes ou côté non-vie. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation, André. Et Finance Innovation, évidemment. Marguerite Culot, je travaille au groupe Caisse des dépôts et je suis en charge des sujets de nature. Bonjour à tous et à toutes. Jérémy Razori, responsable durabilité chez Serena, donc en charge des thématiques ESG et impact. Serena, on est un fonds d'investissement non coté qui investit dans des startups, donc plutôt côté venture capital. Et avec à peu près 50% des investissements dans des startups dites à impact, dont la nature fait partie de la thèse d'investissement. Très bien, ça s'annonce plutôt bien. Je suis prêt à vous cuisiner les uns les autres. On a eu le temps de regarder quelques éléments avant de préparer cette table ronde, et je voudrais vous engager sur une première thématique qui est la suivante, c'est que la nature, finalement, est-ce que c'est un levier d'opportunité ou un facteur de risque? Et finalement, dans vos métiers respectifs, comment est-ce que vous avez finalement enclenché cette dynamique autour des enjeux nature? Voilà. Est-ce que c'est vraiment par opportunité, par une vision d'un risque émergent, ou voilà, peut-être autre chose? Voilà, qui veut se lancer? Je tends la perche à Sébastien en premier parce que je sais que tu connais bien ces sujets. Non, merci André. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment est-ce qu'on commence à intégrer ces sujets de biodiversité. Je pense que alors, il y a plusieurs points de départ de notre côté. Le premier, et tu faisais un peu référence dans ton introduction, je pense que c'est la perception toujours plus grandissante de ces interconnexions entre les sujets climatiques, nature, ressources, enfin voilà, tous ces sujets-là. Je pense comme beaucoup d'acteurs et comme beaucoup d'investisseurs institutionnels, on est
un peu rentrer sur ces sujets de durabilité par le prisme du climat. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs comme nous hein, qui ont pris très tôt des engagements sur cette thématique-là. Et petit à petit, on a vu émerger finalement ces interconnexions et on s'est dit, en fait, ce n'est pas suffisant de regarder uniquement la dimension durabilité sous l'angle du climat. Et donc, on va élargir un peu le scope pour finalement intégrer dans notre gestion d'actifs l'ensemble des interconnexions que j'évoquais à l'instant. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, je pense que côté français, on est quand même un peu en avance sur ce sujet-là, puisqu'on y a été poussé assez tôt par la réglementation. Je pense à tout ce qui est loi énergie-climat avec le fameux rapport article 29, dans lequel on doit intégrer une stratégie biodiversité, on doit mesurer notre empreinte biodiversité. Et donc, on a été aussi assez tôt aiguillonné, poussé par la réglementation pour aussi intégrer ces éléments-là. C'est aujourd'hui le point de départ. Donc, un point de départ plutôt élargissement risque climat vers d'autres secteurs, mais avec quand même une poussée réglementaire. C'est ça. Peut-être je tends la perche directement à Jérémy aussi, parce que en tant qu'investisseur, enfin en tout cas investisseur du non-coté, vous êtes soumis aux mêmes réglementations. Est-ce que ça a été un moteur aussi pour vous ou est-ce qu'il y a eu d'autres moteurs? Oui, la réglementation est un moteur, mais je dirais que pour nous, c'est plus un moteur indirect ou en tout cas un moteur par ruissellement. C'est-à-dire que les réglementations, par exemple l'article 29 de la loi énergie-climat en France, nous obligent principalement à être transparents et à discloser, par exemple, une stratégie biodiversité. Si vous faites un tour sur la plupart de ces rapports aujourd'hui, dans le non-coté, il y a cette transparence, ça ne veut pas dire qu'il y a cette ambition qui s'est matérialisée. Donc après, une fois qu'on est obligé de dire des choses, on n'est pas obligé de faire beaucoup de choses. Par contre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos investisseurs, qui sont des investisseurs institutionnels, se sont pour la plupart saisis de cette thématique biodiversité et on a saisi cette opportunité de positionnement pour se dire que, étant donné qu'on commençait à nous interroger de plus en plus, donc nos investisseurs assureurs, nos investisseurs publics comme la BPI, le FEI, sur des thématiques nature, on a décidé de se positionner plus comme apporteur de solutions, comme financeur de start-up qui allaient essayer de préserver la biodiversité, de réduire les pollutions, d'économiser l'eau. Donc, il y a un effet sur nous de la réglementation, mais voilà, qui est plus par ruissellement, de se dire que c'est une solution qu'on peut proposer à nos investisseurs institutionnels en termes de fonds impact. Et deuxième aspect qui, pour le coup, n'est pas réglementaire, c'est un engagement personnel du président de Serena sur ces thématiques. Il a un fonds de dotation familial indépendant de la société de gestion sur la préservation de la biodiversité. Et il y a 3-4 ans, il a pas mal poussé pour qu'on commence à défricher ces sujets. Ça fait 3 ans qu'on publie sous sa direction un Nature Tech Report, qui est une sorte de rapport du financement des solutions au service de la nature dans le venture capital dans le monde. Donc un état des lieux, voilà, quel est les montants investis sur quelle thématique, Europe, États-Unis, reste du monde, où on en est, donc essayer de trouver les opportunités à saisir sur ce marché. Très intéressant, merci Jérémy. Je vais passer la main à Marguerite. Plutôt, alors on a la vision investisseur institutionnel et puis plutôt du VC. Dans votre activité côté banque, vraiment plutôt dans la casquette banque des territoires, comment est-ce que vous avez lancé aussi cette mécanique? Merci beaucoup, André, pour la question. J'avais justement indiqué que dans le groupe Caisse des dépôts, aujourd'hui, comme on parle beaucoup des territoires, j'allais prendre la casquette de l'entité Banque des territoires, qui est l'établissement public financier en charge de financer la transition écologique des territoires français. C'est une banque publique de développement à côté des autres filiales du groupe Caisse. Alors, effectivement, nous, la biodiversité est... On l'a abordé il y a quelques années déjà, notamment via la création d'une filiale qui s'appelle CDC Biodiversité. Et ce, parce que
le contexte réglementaire, et non pas l'article 29 LEC, mais la loi de 76 qui évoque la protection de la nature, qui a défini une séquence réglementaire que certains d'entre vous connaissiez, qui s'appelle la séquence éviter, réduire, compenser, qui peut être appliquée à la biodive comme au climat, comme à d'autres thématiques environnementales, fait que les acteurs publics, nous, la Banque des territoires, elle finance essentiellement des collectivités territoriales, doivent considérer ces enjeux de biodiversité, notamment sur un volet aménagement du territoire. Et il y a donc une dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, en 2008 exactement, on a créé une filiale qui s'appelle CDC Biodiversité, dont je vous ai fait part, et qui est un acteur qui vise à comprendre comment les entreprises ou les territoires ont un impact sur la nature, parce que je pense que tu as évoqué les risques liés à la dépendance à la nature. Donc, le World Economic Forum a indiqué, la Banque mondiale a indiqué que plus de 50% de l'économie dépend directement de la nature. Si on regarde bien, en vrai, je pense qu'indirectement, c'est 100%. Et donc, on a vraiment un vrai enjeu de répondre à ce défi de l'effondrement de la biodiversité. Je dis vague, pardon, mais ceci étant dit, si je reviens à CDC Biodiversité, c'est une filiale qui a été créée pour répondre à l'angoissante question de on artificialise trop de terre ou de mer même, hein. On dégrade nos sols qui sont pourtant un élément indispensable à la vie. On l'a vu dernièrement avec les inondations ou d'autres épisodes climatiques extrêmes, la sécheresse, etc., qui sont aussi très liés à la bonne santé des sols. Et ça, c'est évidemment très lié à l'aménagement du territoire. Et donc, cette filiale CDC Biodiversité, on s'est dit que c'était important, parce que la France est riche de biodive, hein, par ailleurs, de comprendre comment on pouvait aider les acteurs à réduire leur impact, parce qu'il y a aussi un vrai risque, hein, par rapport à l'impact des activités économiques, des acteurs territoriaux, leurs impacts sur la nature et a priori sur la biodiversité et sur la bonne santé des sols. Donc la filiale CDC Biodiversité a notamment ce métier de comprendre, de donner à voir, d'imaginer des outils qui permettent à chacun de comprendre ses dépendances, mais aussi ses impacts sur la nature. Et un autre métier qui est de conseiller les collectivités territoriales, comment réduire leurs impacts. Et un troisième métier qui est par ailleurs aussi de restaurer, finalement renaturer tous ces territoires. Et je pense que quand on parle biodiversité, il faut avoir vraiment une vision de comment je peux réduire mes impacts. C'est d'abord réduire les impacts parce que de toute façon, on sait qu'on est dépendant de la nature et ça va le rester. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre comment réduire nos impacts pour réduire nos risques et puis comprendre comment on peut aussi agir en positif sur la biodiversité. Et ça, du coup, on l'a fait au niveau du groupe. Via la création de cette filiale, via la création d'autres filiales qui s'appellent Société forestière, qui agit plutôt sur, comme son nom l'indique, sur les écosystèmes forestiers. Et la Banque des territoires, du coup, elle est très impliquée, évidemment, avec nos filiales et travaille pour renaturer les territoires, pour accompagner les collectivités territoriales à comprendre comment finalement se développer. La Banque des territoires, elle a une vraie mission au niveau du logement social, hein, le financement du logement social. Comment remplir cette mission qui est finalement d'intérêt général, qui vise à répondre à la société, hein, aux besoins des citoyens, tout en réduisant les impacts sur la nature. Parce que comme tu l'as indiqué, tout est lié en fait. Donc on mange biodive, on se nourrit biodive, on s'habille biodive, mais si on détruit tout, ça ne marchera pas en fait. Donc il faut essayer de trouver un bon équilibre en comment prospérer, comment vivre bien tout en réduisant nos impacts, parce que si on ne les réduit pas, ça va rejaillir sur nous. Je ne sais pas si je comprends. Ouais. C'est très clair, très clair. Merci pour cet éclairage. Je vais passer la main, Lucie. Voilà, c'est toi qui termine cette séquence, mais voilà, sur une approche plus globale, sur les travaux que vous menez au sein de l'IFD, avec cette vision plutôt très transverse, hein, des métiers financiers, la banque de financement, les asset managers, les institutionnels. Voilà. Comment est-ce que toi, tu perçois finalement cette dynamique aussi autour des sujets nature? Oui, merci beaucoup. Donc peut-être que je vais repréciser qui est l'Institut de la finance durable en quelques mots. Mais donc en fait, on est une association qui en fait regroupe principalement les acteurs financiers de la place de Paris, donc à la fois les banques, les assureurs, mais aussi les gestionnaires d'actifs.
On est une branche de Paris Europlace et d'ailleurs, Finance Innovation est une de nos associations sœurs. Donc, l'objectif en fait de l'Institut de la finance durable, c'est d'arriver à coordonner et fédérer en fait l'action de la place financière de Paris pour justement adresser ces enjeux pardon, de de financement de la transition écologique, de finances durables. Et donc, pour cela, on est répartis en fait en différents groupes de travail, donc voilà, qui réunissent nos membres. Et on a justement un groupe de travail qui est dédié vraiment aux enjeux de biodiversité et de capital naturel. Et au sein de ce groupe de travail, on arrive en fait, on essaye d'aider en fait les différentes institutions financières, donc que ce soit des assureurs, des gestionnaires d'actifs ou des banques, dans l'intégration vraiment de la nature dans leur stratégie en fait d'investissement, d'assurance, etc. Et donc, le sujet de la biodiversité, on essaye aussi de le traiter à travers ça peut aussi prendre la forme de positions de place qu'on co-construit en fait avec nos membres sur des sujets spécifiques de la finance et de la biodiversité. Donc, typiquement, il y a quelques semaines, on a publié une position de place sur le sujet des crédits nature qui intéressait tout particulièrement nos membres. Donc, on essaye aussi de faire émerger un peu les bonnes pratiques et d'être un peu un espace de discussion entre les acteurs pour qu'ils nous témoignent aussi de leurs freins, de leurs difficultés aussi spécifiques sur ce sujet-là. Donc pour répondre un peu plus à votre question, en fait, le sujet de la biodiversité, on essaye à la fois de le présenter comme, enfin, de l'aborder à la fois comme un risque potentiel et aussi comme un aspect d'opportunité. Donc peut-être si on revient sur les risques, il y avait une étude qui avait marqué particulièrement la place de Paris, mais la Banque de France, il y a quelques années, il me semble que ça date de 2021, oui, avait montré qu'il y avait 42% des titres financiers qui sont détenus par les banques françaises qui dépendent d'un service, enfin, qui dépendent directement ou indirectement d'au moins un service écosystémique. Donc, ça montre que c'est vraiment un enjeu de risque aussi pour les acteurs financiers de la place. On voit aussi qu'il y a les travaux de la TNFD, donc plutôt qui est un cadre volontaire pour essayer justement de décrypter un peu ces risques économiques et financiers liés à la nature. On voit que ce cadre publie aussi de plus en plus d'études justement qui mappent un peu plus finement les risques économiques et financiers liés à la nature. Donc c'est pareil, c'est des travaux sur lesquels on essaye de capitaliser, de décrypter aussi. Et puis voilà, on pousse aussi l'aspect opportunité. Je pense que Marguerite l'avait aussi évoqué avec l'étude du World Economic Forum, mais il y a tout un marché aussi qui est lié à la nature. Bon voilà, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu après, mais c'est ce qu'on a essayé un peu de montrer, par exemple, avec une étude qu'on a faite sur l'économie bleue. Il y a tout un tas d'opportunités aussi qui pourraient être davantage creusées par les différents métiers financiers. Et c'est ce qu'on essaye aussi de montrer dans ce groupe de travail. Très clair. Finalement, vos réponses étaient très, très complètes sur l'approche, parce que Lucie, tu évoques plutôt une influence sur les opportunités potentielles d'intégrer les enjeux nature, au-delà du fait qu'il y a un risque émergent, ou en tout cas avéré sur nos dépendances économiques à la nature. Sébastien, voilà, je comprends que c'est aussi une incitation réglementaire qui vous a lancé sur le sujet, mais avec un élargissement, vraiment une prise de risque. Qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur la valeur de vos actifs, finalement, qui a été pris? Juste, ouais, effectivement, mais pour aller dans le sens de ce que tu disais, hein, Jamy, sur ce sujet-là, effectivement, le côté réglementaire, c'est qu'une conséquence ou quelque chose finalement dans lequel on s'inscrit. Mais effectivement, ce n'est pas le moteur aujourd'hui de notre action, hein, pour être très clair sur ce sujet-là. Et je suis complètement en phase avec ce qui a été exprimé juste avant. Nous, le sujet qu'on est en train de voir et qu'on essaye d'explorer aujourd'hui, alors c'est évidemment le côté impact positif, etc. Mais c'est aussi, en tant qu'investisseur institutionnel, tout ce sujet de gestion des risques et de se dire comment est-ce que aujourd'hui on anticipe et on fait face un peu à tous ces risques de dépendance qu'on embarque au travers de nos investissements. Et de fait, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous oblige, hein, à nous intéresser à ce sujet-là. Enfin, ce serait, je pense, dramatique pour la pérennité de notre activité si on occultait complètement cette thématique aujourd'hui. Très clair. Et alors, vous avez des initiatives vraiment très, très poussées aujourd'hui sur ces sujets. Comment est-ce qu'on arrive dans vos institutions respectives à ce que ce soit
incarner d'une certaine manière? Comment est-ce que vous faites pour que ça fonctionne au-delà de votre organisation, finalement? Les sujets de gouvernance, voilà, c'est quoi aussi vos leviers internes pour faire avancer sur ces thématiques? Je ne sais pas qui veut se lancer. Marguerite, vous êtes les plus représentatifs peut-être? Merci André. Alors nous, au niveau du groupe Caisse des dépôts, on s'organise en groupe de travail. Donc on a un groupe de travail nature dans lequel on évoque tous ces enjeux. On a construit une politique nature avec des engagements biodiversité, des engagements eau qui s'adressent à nos différents métiers financiers dans leur diversité, hein, parce qu'on a aussi un asset owner. On a dans le groupe La Banque Postale, il y a un asset manager, il y a évidemment la Banque des Territoires, il y a la Banque Postale, donc il y a toute cette diversité de métiers financiers, les métiers de l'économie réelle. Donc, on a des engagements par type de métier qu'on a construits dans le cadre de ce groupe de travail nature qui se réunit en général une fois par mois. Et puis, on se réunit aussi à travers des ateliers qui concernent, par exemple, là, je travaille sur une méthodologie de mesure de l'artificialisation nette qui ne va pas être pareil si on a un métier du secteur de l'immobilier que si on a un acteur bancaire et après la Banque des Territoires. Donc, on réfléchit dans le cadre de ces groupes de travail. Évidemment, on est aussi aidé par notre filiale CDC Biodiversité qui coordonne une mission économie biodiversité, qui est une mission d'intérêt général, hein, qui est financée par la Banque des Territoires et qui vise à publier des études. Vous pouvez les trouver sur leur site internet. Des études sur les biocredits, des études sur le GBS, le Global Biodiversity Score, qui s'adresse aux financiers, aux entreprises de l'économie réelle, aux collectivités territoriales. Donc, il y a c'est une sorte de think tank, en fait. Et donc, du coup, on a beaucoup d'échanges. On essaie aussi de tester pas mal d'outils. On réfléchit à des nouveaux modèles économiques, notamment dans le cadre aussi d'une initiative interne qui vise à rassembler les différentes filiales et entités du groupe pour travailler sur des enjeux biodiversité. Ça s'appelle la communauté business biodiversité. C'est vraiment une initiative interne, hein. Et on essaie d'accroître les synergies business entre les différentes entités, vraiment dans un but de tester, d'expérimenter, de faire la preuve qu'il est possible d'avoir des nouveaux modèles économiques qui visent à la renaturation, à la restauration, voire même peut-être demain à la conservation de la nature. Donc, on essaie d'avancer comme ça, en fait, test and learn et voir ce qui est possible et facile après et scalable en français, en bon français, voilà. Mais c'est un peu ça qu'on essaie de faire dans notre environnement. Très clair. Peut-être Sébastien, côté BPCE Assurance, comment toi, tu fais rayonner ces sujets au-delà de la fonction de direction de l'impact? Voilà, c'est quoi tes leviers là-dessus? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets là encore qu'on peut évoquer. Déjà, le premier, c'est évidemment l'intégration dans notre gouvernance interne de tous ces enjeux de durabilité, parmi lesquels tout ce qui est nature et biodiversité. Donc, aujourd'hui, on a quand même une gouvernance bien établie avec un comité ESG dans lequel on va pouvoir aborder de façon très spécifique avec la direction générale l'ensemble de ces enjeux pour déjà exposer nos dépendances, impacts, etc., dont on parlait tout à l'heure, et aussi proposer des mesures, hein, que ce soit politique sectorielle ou autre, pour les faire valider au plus haut niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est qu'on s'est aussi inscrit dans une démarche collective, on va dire. Alors j'allais sur plusieurs aspects. Le premier, c'est qu'on est depuis fin 23, début 24, entré dans l'initiative qui s'appelle Finance for Biodiversity, qui regroupe un certain nombre d'acteurs financiers pour se donner l'ambition à horizon 2030 d'inverser un peu cette trajectoire négative au niveau de la biodiversité. Donc là aussi, un peu en parallèle de ce qui peut être fait aux côtés de l'IFD, il y a des groupes de travail qui vont venir réfléchir à un certain nombre de méthodologies, comment on fait pour avoir de l'impact positif, etc., comment on traite le sujet des souverains sur ces sujets-là. Donc, on essaye aussi de jouer un peu la carte du collectif sur ce sujet. Donc ça, c'est plutôt à un niveau très, très global. Et au niveau français, il y a eu une initiative qui s'est montée il y a 1 an et demi maintenant, 1 an et demi, 2 ans, une initiative de place qui regroupait une quinzaine, on va dire, d'investisseurs institutionnels et qui visait, à l'image de ce qu'on avait fait il y a quelques années sur les
les fonds climat, de mettre en place des fonds biodiversité, enfin, on va dire à impact biodiversité. Et donc, on a beaucoup travaillé de façon très collective et très ouverte avec nos homologues assureurs principalement, la CDC évidemment, il ne faudrait pas que j'oublie de la citer parce que vous étiez à l'initiative quand même de cette démarche. Et donc, ça a permis aussi de partager sur quelles sont les métriques qu'on souhaite utiliser, comment on fait pour apprécier la qualité des fonds dans lesquels qu'on a été amené à créer, avec l'adjonction, on va dire, d'un conseil scientifique sur ce sujet-là. Et donc, il y a eu 2 fonds qui ont été lancés en 2025, donc cette année. Un premier fonds coté géré par Mirova, enfin d'action cotée géré par Mirova, et un fonds non coté, donc plutôt private equity, géré par StarQuest Montefiore. Donc finalement, voilà, on essaye aussi au-delà de tout ce qu'on peut faire en interne pour intégrer ces éléments-là, aussi d'avoir une démarche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus collective, puisqu'on sait que ces sujets sont complexes, et il y a aussi une notion d'appropriation collective de tous ces sujets-là, et puis de réussir entre l'ensemble des différents acteurs, je pense, à parler un peu la même langue sur tous ces sujets. Donc voilà. Très clair, merci. Jérémy, de la même façon, pour un acteur du non-coté, voilà, comment est-ce que donc vous êtes sur finalement une niche d'une certaine manière sur l'impact et rechercher des investissements porteurs de solutions, hein, notamment pour la nature, mais voilà, dans votre organisation et puis même dans cet esprit de coalition que Sébastien ou Marguerite évoquent, comment est-ce que vous vous positionnez aussi? Pas mal d'éléments qui recoupent ce que disait Sébastien. Donc, je vais aller très vite sur le comité interne durabilité qui évoque notamment ces sujets où on se réunit tous les mois, la signature du Finance for Biodiversity Pledge début 2024, et donc le travail globalement avec un certain nombre de confrères sur l'intégration de la nature. Peut-être 2 éléments complémentaires. En tant que société à mission, Serena a un comité de mission, et parmi les membres externes, on a une personne qui travaille spécifiquement sur les thématiques nature dans son entreprise qui s'appelle FEV, Ferme Envie, donc sur des sujets d'agroécologie. Notamment, donc, quand on va travailler, quand on va parler au comité de nos stratégies impact, de quel fonds on va pouvoir lancer, qui nous challenge et qui nous invite à se positionner clairement sur ces thématiques en termes de construction de produits, de fonds dédiés. Et deuxième aspect, je l'évoquais tout à l'heure, le président de Serena, Xavier L'Orphelin, est très sensible à ces sujets, donc c'est de facto un peu notre référent ou ambassadeur nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense qu'il passe peut-être un tiers à 50% de son temps à rencontrer alors soit des startups, des solutions qu'on pourrait être amené à financer demain, soit beaucoup de scientifiques pour essayer de mieux comprendre ces sujets. Tout à l'heure, on évoquait les thématiques de crédit nature, par exemple. Il a pas mal travaillé là-dessus entre certains chercheurs qui vont être contre la notion de mettre un prix à la nature, d'autres qui vont pousser ça comme solution pour financer et restaurer la nature. Donc, essayer de comprendre ces sujets qui sont quand même complexes et qu'il ne suffit pas de voir crédit nature pour se positionner dessus. Et donc, pour le coup, plutôt une position favorable à ça. Mais voilà, ça fait partie de tout le travail on parlait de gouvernance, d'avoir une personne qui consacre une partie significative de son temps à défricher ces sujets, à rencontrer des porteurs de solutions. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure aussi, à essayer de produire du contenu avec ce Nature Tech Report qui est un état des lieux des solutions de financement qui nous permet de voir sur les 5 dernières années que le financement des solutions à impact positif sur la nature a fortement cru en Europe, notamment dans tout ce qui est amorçage, donc très early stage VC. Et c'est diversifié en termes de thématiques, eau, pollution, etc. Là où il y a 5 ans, les États-Unis avaient un poids beaucoup plus fort dans ce secteur
et quasi uniquement sur la partie agriculture. Et donc, on a un secteur qui est en émergence, qui représente un peu plus de 2 milliards aujourd'hui de financement par an, c'est-à-dire ce qui était financé par le VC sur les thématiques climat il y a 10 ans, quoi. Donc, de là à dire que dans 10 ans, le sujet sera aussi mature, ça reste à voir, mais en tout cas, on y travaille. Bien sûr. Pardon. Donc, comme tu parles des techs dans la nature, en fait, je fais encore un peu de promotion pour CDC Biodiversité, mais en fait, ils ont une plateforme qui s'appelle Nature Tech Observatory. Vous pouvez le trouver en ligne. Là, c'est une sorte de mapping de tous les types de startups, d'entreprises qui travaillent dans l'agroécologie, dans différents secteurs, en fait. C'est assez intéressant. Et alors, tant que j'ai encore le micro, je voulais juste préciser que, évidemment, on travaille aussi sur les sujets nature dans le cadre du groupe de travail de l'IFD. Et c'est hyper important, vu que c'est des sujets un peu complexes qui ne sont pas compris totalement parce que c'est hyper divers et parce que c'est très lié au territoire et c'est très lié là où vous êtes, en fait, là où vous avez vos actifs, là où vous travaillez. C'est très intéressant de discuter, d'échanger des bonnes pratiques dans le cadre du groupe de travail de l'IFD, mais aussi dans le cadre de Finance for Biodiversity Foundation, où on a signé le pledge et on est dans le cadre de tous ces groupes de travail, de cette initiative internationale qui est hyper intéressante. Donc, je tiens à souligner aussi que si vous voulez comprendre, apprendre, c'est vraiment primordial, je pense, de travailler en collectif, comme le disait Jérémy, et de faire partie de ces initiatives. C'est clair. Merci pour la précision. Pareil, je vais te laisser clôturer cette session, Lucie. Qu'est-ce que tu vois aussi comme pratique sur ces sujets vraiment d'incarnation, de gouvernance, de mise en mouvement? Qu'est-ce que tu peux nous évoquer de notable, en tout cas, au travers des travaux de l'IFD? Oui, merci. Du coup, ça va beaucoup s'inscrire dans ce qui a déjà été partagé. Mais en fait, côté IFD, ce qu'on a essayé de faire ces 2 dernières années, c'est un peu de prendre le sujet nature par thématique pour peut-être que ce soit un peu plus compréhensible et plus facile à appréhender par les différentes institutions. Donc, ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on s'est concentré sur le sujet de la lutte contre la déforestation. On a publié à cette occasion un panorama en fait de 15 pratiques en fait d'acteurs qui étaient volontaires dans le groupe de travail, donc en fait qui ont partagé en fait au sein de cette publication qui est d'ailleurs consultable en ligne sur notre site en français et en anglais. Enfin, toutes nos publications sont consultables sur notre site. Donc en fait, ils ont partagé leurs 15 politiques de lutte contre la déforestation en l'état. Donc ce sont à la fois des banques, des assureurs et des gestionnaires d'actifs. Et en fait, cela a permis aux différents membres du groupe de travail de voir en fait ce qui était possible de mettre en place sur ce sujet. Donc c'est-à-dire quelle politique sectorielle mettre en place pour adresser le sujet de la lutte contre la déforestation, vers quelle commodité agricole à haut risque je dois me tourner pour structurer mon engagement. Par exemple, il y a beaucoup d'acteurs dans le panorama qui ont formulé une stratégie autour de l'huile de palme, autour du soja, autour du bois, etc. Il y a aussi une approche par localisation. Par exemple, avec une vigilance qui est renforcée sur certaines zones à haut risque de déforestation, typiquement l'Amazonie, l'Indonésie aussi. Voilà, c'est un peu cette approche transparente en l'état qui a été partagée dans le panorama. Et ensuite, le deuxième volet de cette étude, et donc là, c'est plutôt côté IFD, c'est en fait, on a recensé aussi avec l'aide des membres du GT, mais on a recensé tout un tas de leviers d'action, d'outils, de coalitions. Donc, il y en a certaines qui ont été citées juste avant. En fait, et voilà, aussi l'aspect outils surtout, qui permettent à tout à chacun en fait de renforcer vraiment sa stratégie sur ce sujet et qui sont déjà en fait mobilisables, activables par les acteurs pour renforcer leurs engagements sur ce sujet-là spécifique de la lutte contre la déforestation. Donc voilà, typiquement, c'est vrai qu'on recensait la coalition Finance for Biodiversity qui a été citée, mais il y en a d'autres. Il y a des coalitions spécifiques sur les sujets de finance et de lutte contre la déforestation qu'on aborde dans le rapport, dont certains membres d'ailleurs font partie et participent activement. Il y a aussi des outils très spécifiques
qui permettent aussi aux acteurs de mieux screener leur portefeuille et mieux identifier vraiment les entreprises qui sont à risque sur ce sujet-là. Typiquement, il y en a un qui est très utilisé par la place qui s'appelle Forest IQ, qui est en fait développé par un acteur qui s'appelle Global Canopy, qui d'ailleurs plus largement développe d'autres outils sur ce sujet-là de finance et de lutte contre la déforestation. Mais en fait, on fait vraiment une cartographie de tout ce qui existe en l'état sur ce sujet. Et on a essayé de faire plus récemment le même travail sur le sujet de la finance bleue et de l'économie bleue. Notamment, en fait, notre démarche, elle s'est inscrite dans le contexte de l'organisation de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est déroulée à Nice en juin dernier. Et donc, en fait, ça a été un contexte aussi favorable où on s'est dit avec les membres du groupe de travail, on va essayer d'aborder un peu plus ce sujet océan, comment l'intégrer davantage dans les pratiques des acteurs. Et donc là, on a défriché différents secteurs de l'économie bleue qui pouvaient être particulièrement regardés par les acteurs. Donc, on s'est penché par exemple sur le secteur de la décarbonation du transport maritime et de la transition des activités portuaires. On a regardé aussi le secteur de la pêche et de l'aquaculture durable, du financement aussi vers les écosystèmes côtiers, donc plutôt tout ce qui est biodiversité marine, typiquement la restauration des mangroves, des herbiers aussi marins, etc., des coraux. Et le dernier secteur, je l'ai oublié, mais c'est celui de la lutte contre les pollutions, dont particulièrement, par exemple, les investissements qui commencent aussi à émerger côté Place de Paris, sur tout ce qui est lutte contre la pollution plastique, par exemple. Et pareil, dans la même démarche de ce qu'on avait fait sur la lutte contre la déforestation, on a également eu cette approche de recenser tout un tas d'outils et en fait, tous les leviers d'action qui peuvent exister et peuvent vraiment aider les acteurs pour structurer leurs engagements. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a essayé de mener. Et là, pour les prochains mois, on va surtout se pencher sur les sujets de reporting nature. Donc, c'est un sujet un peu plus opérationnel et plus technique, mais ça montre en fait qu'on avance. Après cette approche un peu thématique qu'on a pu avoir, maintenant, on rentre un peu plus dans le dur sur les sujets de vraiment d'identification de ces dépendances, de ces impacts, de ces risques et aussi de ces opportunités au sens large sur ce sujet. Super, merci beaucoup Lucie pour ce panorama hyper large et concret. Je voudrais aborder une nouvelle thématique avec vous assez rapidement, qui est celle de vos parties prenantes. Donc là, on évoque vos initiatives, les coalitions que vous mettez en place, mais finalement vos parties prenantes, que ce soit des clients, les territoires, les collectivités, vos investisseurs. C'est quoi l'écho? Est-ce qu'ils sont moteurs? Est-ce que c'est vous qui les animez? C'est quoi la dynamique aussi sur ce sujet? Je vais peut-être commencer par Jérémy. Oui, je l'évoquais un peu en introduction. Partie prenante, investisseurs institutionnels, moteurs dans l'ensemble. Ça a été évoqué tout à l'heure, il y a eu le cahier des charges, l'appel d'offres de place avec une quinzaine d'investisseurs institutionnels qui ont cherché à identifier donc 2 gestionnaires pour un fonds objectif biodiversité. Donc ça, c'est typiquement nos types de parties prenantes. Et donc, on travaille à construire des choses qui répondent à ces attentes. Après, ce qui n'est pas encore hyper clair pour nous, c'est est-ce qu'on arrive à engager la plupart de ces investisseurs institutionnels et ceux qui n'étaient pas intégrés dans cet appel d'offres au-delà de ce mandat spécifique? Est-ce qu'on n'a pas une grande partie d'entre eux qui ont investi un certain montant dans ces 2 fonds, qui vont du coup pas pouvoir mettre d'autres argent sur la thématique biodiversité parce qu'il y a un certain nombre d'autres sujets de financement ou d'investissement? Mais voilà, on travaille plutôt pour construire donc des fonds biodiversité en réponse à ces attentes. Est-ce qu'on va réussir à travailler avec beaucoup d'investisseurs institutionnels ou quelques-uns? Ça reste encore à déterminer. Et dans une bien moindre mesure, on a des investisseurs qui sont plutôt particuliers, donc pas des investisseurs institutionnels, et ils n'ont pas d'attente thématique très forte sur la biodiversité ou même d'ailleurs sur la durabilité. On est obligé de demander les préférences de durabilité à nos clients avant qu'ils souscrivent dans les fonds. Généralement, quand c'est des particuliers, ils viennent plutôt nous voir pour des sujets de performance financière que
d'ESG, d'impact ou spécifiquement d'impact sur la nature. Tu as levé un point que j'évoquerai juste après, mais peut-être sur la partie client, si on reste sur les épargnants et autres. Côté assurance, c'est vraiment vos clients finaux, les assurés et autres. Quelle est votre perception côté assurantiel sur leur engagement ou le vôtre d'ailleurs? Comment est-ce que vous positionnez? Je pense que c'est effectivement une question qui est assez centrale aujourd'hui, puisque quelque part, nous, on aura beau verdir notre offre, proposer tout un tas de produits particuliers, si en face, on n'arrive pas à matérialiser l'intérêt que ça peut avoir pour les épargnants finaux, parce que finalement, nous, c'est vraiment notre partie prenante principale. Hein. Finalement, ce sont nos assurés au travers des clients des banques populaires et des caisses d'épargne. Et donc là, on a vraiment un gros sujet aussi, nous, de mobilisation de nos réseaux et d'acculturation de nos clients sur ces sujets. Aujourd'hui, si on est, je pense, honnête, il y a très peu de clients qui vont pousser la porte d'une banque ou d'une caisse et qui vont dire je veux investir en faveur de la protection de la biodiversité. Ça existe, hein, mais c'est une proportion, somme toute, très marginale. Donc, ça, c'est si on regarde un peu le verre à moitié vide. Si on le regarde à moitié plein, tu faisais référence au questionnaire finance durable, ou en tout cas de préférence en termes de durabilité. Aujourd'hui, nous, dans ce qu'on voit qui remonte côté, les chiffres qu'on a nous, c'est à peu près dire un client sur 3 qui va se déclarer sensibilisé ou impliqué sur ces sujets-là. Donc, c'est pas rien. Ça ne veut pas dire qu'on parle à une minorité. C'est quand même des gens à qui il faut proposer des choses cohérentes avec leurs attentes. Ça, c'est le premier point. Après, quand on leur demande quelles sont les thématiques sur lesquelles vous souhaiteriez investir pour ceux qui sont sensibilisés ou impliqués, finalement, de façon peut-être un peu surprenante, en tout cas, moi, ça m'avait surpris. Je pensais que le climat allait sortir très haut parce que c'est celui dont on entend très régulièrement parler. Et au final, c'est assez équilibré entre climat, ressources, eau, ou protection de l'océan, etc. Et donc, en fait, on voit que cette thématique biodiversité, elle est pas non plus complètement mise de côté par les investisseurs qui s'intéressent à ces sujets-là. Donc, je pense que ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et le deuxième point, c'est de dire finalement, quid des 2 clients sur 3 finalement qui aujourd'hui disent voilà, le sujet de l'ESG, c'est pas forcément quelque chose que je mets en priorité, etc. Je pense que là, on a un vrai sujet, on l'évoquait tout à l'heure, de dire mais en fait, parce que je pense que ta remarque est très bonne, le principal sujet qu'on évoque souvent, c'est oui, mais finalement, moi, ce que je veux, c'est la performance, éventuellement la protection du capital, hein, quand on parle de produits d'assurance vie notamment. Et donc là, je pense que notre job aujourd'hui, ça va être de montrer, en fait, de ne pas opposer finalement ce côté ESG versus protection du capital ou même performance économique, puisque si on regarde un peu devant nous, je pense qu'effectivement, les acteurs qui auront intégré, on parle des entreprises ou des AM au-dessus, ceux qui auront intégré ces dimensions de biodiversité, sont ceux qui vont réussir en vision un peu forward à mieux performer ou en tout cas à éviter un certain nombre de risques associés à tout ça. Et donc, l'objectif pour nous, c'est d'aller dire aux clients, c'est pas parce que vous ne voulez pas forcément avoir un côté impact positif de votre contrat qu'il faut vous désintéresser de l'ESG. C'est aussi une question de risque et de performance future de votre épargne. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et donc, c'est vraiment un axe fort pour nous. Super, merci beaucoup Sébastien. Et tu as répondu à la question à laquelle je voulais répondre auprès de Jérémy, c'est finalement comment concilier ce sujet éternel entre la rentabilité, la performance versus cette recherche d'impact. Donc effectivement, tu as proposé en tout cas une réponse qui est hyper intéressante. Marguerite, vous, côté territoire, qui sont vos parties prenantes? Voilà, c'est quoi l'écho aussi C'est un peu pareil. Alors, les territoires, en fait, la réglementation est assez mouvante. Hein. Mais par exemple, si on prend le ZAN, donc le zéro artificialisation nette, il y a une réglementation qui s'adresse aux territoires et qui vise finalement à exiger des territoires de réfléchir à un aménagement du territoire qui soit neutre en matière d'artificialisation.
C'est une réglementation qui est passée et puis qui est en cours éventuellement de simplification, on va dire, c'est le mot à la mode. Mais il n'empêche qu'en fait, malgré le fait que les territoires ne savent pas où ils doivent aller en matière de réglementation, ils sont toujours volontaires. En fait, ils veulent, même s'il n'y a pas vraiment de modèle économique, ils ne savent pas trop comment répondre à la demande des acteurs économiques qui ont des projets de territoire économique et qui ont besoin de foncier. Ils ne savent pas toujours trop comment répondre à leurs demandes, mais ils savent très bien qu'on ne peut pas continuer à dégrader les sols. Et pour répondre notamment à cette notion de risque, à tous les enjeux liés au dérèglement climatique en termes de sécheresse, de RGA, de retrait gonflement d'argile, d'inondation évidemment. Et donc du coup, en fait, il s'installe vraiment dans une perspective de je veux comprendre mes impacts, je veux comprendre comment je peux réduire mon artificialisation, ne pas faire comme avant, répondre aux acteurs économiques du territoire. Et donc du coup, la Banque des territoires les accompagne pour le moment plutôt en assistance technique, donc c'est pas via des prêts, c'est plutôt des subventions de l'ingénierie pour comprendre comment, sur un même territoire, et quand bien même cette réglementation ne verra peut-être pas son terme tel qu'elle est actuellement dans la loi, parce qu'elle a été votée, mais elle est juste remise en cause, ils veulent s'inscrire dans comment je peux faire pour finalement mieux aménager, avoir des territoires où je vais restaurer la biodiversité qui était dégradée, faire du recyclage foncier, proposer d'autres terrains, finalement accompagner les acteurs économiques. Et la Banque des territoires, elle accompagne finalement ses clients qui sont les collectivités territoriales ou les organismes de logement sociaux pour leur dire, vous vouliez faire ça, vous pouvez faire ça, mais ne faites pas ça là, faites ça là, parce qu'en fait, il y a des risques, parce qu'en fait, il y a vraiment des sujets liés à la nature que vous ne pouvez pas ignorer pour le bien-être de vos populations, de vos citoyens, ou pour la pérennité de votre modèle économique. Et donc, on est vraiment finalement dans un changement de paradigme où on ne va pas construire pour répondre à une demande ou qui n'est pas très réfléchie finalement sur le long terme. Et ça, on utilise différents outils et encore une fois, on essaie de tester pas mal de méthodologies ou de façons de dialoguer avec des clients qui, à la base, n'étaient peut-être pas ce qu'on faisait originellement. Mais avant ça, il y a aussi toute la phase un peu d'analyse ESG, de préoctroi, évidemment, et dans lequel on a ces critères biodiversité. Très clair. Oui, alors, est-ce que ça vous convient qu'on prenne votre question après, juste dans quelques minutes? Pas de souci, merci beaucoup. Non, mais très, très intéressant ce retour parce que dans cette vision de coalition finalement et de se dire comment est-ce qu'on fait avancer cette thématique, cette prise de conscience, on voit bien que les forces épargnants finaux, les territoires ou les investisseurs finalement créent aussi eux-mêmes une dynamique, mais que finalement il faut absolument qu'on soit dans une démarche toujours de pédagogie sur ce sujet-là, enfin d'apprentissage, parce que comme on l'a dit, ça reste un sujet assez complexe quand on parle en tout cas des thématiques nature au sens large. Je fais la transition et avec Lucie, parce qu'il nous reste quelques minutes, pour vous parler d'une deuxième thématique qu'on avait évoquée ensemble, qui était plutôt le sujet des métriques. On va en parler. On l'a déjà évoqué très rapidement ensemble tout à l'heure, mais peut-être un focus plus particulier. Aujourd'hui, pour convaincre, pour être dans la vision concrète, dans la vision de pilotage, se donner des objectifs, sur quoi vous vous appuyez respectivement pour aller plus loin? Lucie, peut-être ta vision globale sur le sujet. Ça marche, merci. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on a moins de sujets de parties prenantes à l'IFD comme on est une association, donc je pourrais peut-être moins parler de ça. Mais quoique, on essaie quand même on va quand même essayer de creuser un peu plus ce sujet-là à travers le travail qu'on est en train de faire sur le sujet du reporting nature. Donc, bon, peut-être qu'on aura des choses à partager dans quelques mois. Mais en tout cas, sur l'aspect métrique, c'est vrai que ce qu'on entend souvent sur la biodiversité, c'est que c'est trop complexe à mesurer, que c'est moins facile qu'avec
avec le carbone, où il y a une métrique unique qui est le CO2 finalement. Ce qu'on a essayé de faire côté IFD, c'est de cartographier en fait tout un tas d'outils, donc ce que j'avais un peu déjà cité sur déforestation et sur économie bleue, mais en fait on a essayé de faire ça de manière un peu plus large avec des thématiques diverses sur la biodiversité, donc par exemple la santé des sols, les sujets aussi liés à la ressource en eau douce, voilà, un peu toutes ces différentes thématiques, les sujets aussi au niveau des espèces, voilà. Et en prenant un peu ces différents piliers-là de la biodiversité, on a en fait cartographié, notamment avec les membres du groupe de travail, tout un tas d'outils. Donc ça peut être à la fois des bases de données, ça peut être des plateformes pour renforcer des connaissances spécifiques sur ces enjeux-là, ça peut être des outils qui permettent de screener les portefeuilles, d'aller identifier les entreprises ou les secteurs les plus à risque, ça peut être des outils de prise à la décision. Enfin voilà, c'est différentes données en fait. Je pense qu'il faut partir du principe qu'il va falloir croiser toutes ces différentes données, participer à aussi différentes initiatives, et d'ailleurs ça a été très bien souligné, pour vraiment adresser le sujet de la biodiversité. Donc oui, ça va être plus complexe. Il n'y a peut-être pas forcément non plus toutes les données de manière fine et granulaire, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible d'avancer déjà. Et je pense que c'était aussi pour ça qu'on a essayé de faire cette cartographie-là. Et voilà. Et donc sur l'aspect outils, oui, c'est vrai que j'en avais noté quelques-uns, mais bon, il y en a quand même qui se distinguent un peu plus que d'autres. Il y en a qui sont quand même assez utilisés et qui commencent à être bien connus des acteurs. Typiquement, l'outil Encore, qui est un outil qui permet en fait de mapper ses dépendances et ses impacts, qu'on soit une entreprise ou un acteur financier. L'outil iBat aussi, qui est un outil de localisation des espaces ou des interfaces les plus, enfin de ces sites et de leur exposition aux zones les plus à risque de biodiversité, enfin qui sont les plus riches aussi de biodiversité. Les questionnaires aussi CDP, qui sont particulièrement aussi regardés par les acteurs, et aussi le cadre de la TNFD que j'avais cité en introduction. Et donc cette cartographie, elle est disponible sur la plateforme Entreprises et Biodiversité Dorée, qui est une autre association avec laquelle on s'est associé justement pour enrichir la partie outils finance sur leur plateforme, qui est aussi consultable. Voilà. Très clair. Sébastien, je te passe la parole sur ce point-là. Comment est-ce que vous répondez à ces enjeux aujourd'hui? Alors, beaucoup de choses à dire sur ce sujet des outils. Je pense que c'est encore quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, globalement. On a, comme tu le disais maintenant, un panel d'outils qui commence à être utilisé de façon assez commune sur la place. On peut citer tout ce qui était approche Encore, qui va nous permettre de mesurer les impacts et les dépendances, alors plutôt à un niveau sectoriel. On va avoir aussi maintenant accès à un certain nombre de données pour des mesures d'empreinte qu'on citait tout à l'heure, avec les approches en MSA kilomètre carré, etc. On a encore, enfin voilà, des choses plus spécifiques par secteur. Je pense que le vrai enjeu, c'est effectivement de se poser la question, enfin de descendre à une maille un peu plus fine que ce qu'on faisait historiquement, enfin, ou en tout cas moi, parce que moi je suis actuaire de formation, j'ai beaucoup bossé dans de la modélisation, de l'ALM, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à regarder les choses un peu de haut en disant voilà, il y a les actions, les obligations, etc. Et en fait là, il faut vraiment redescendre à la maille sectorielle, voire émetteur, parce que finalement les enjeux ne sont pas les mêmes quand on regarde, je sais pas, l'industrie pharmaceutique versus l'industrie lourde, par exemple. On a des enjeux qui sont différents, donc on est obligé de redescendre à cette maille-là. Donc voilà, on commence à avoir des choses. Aujourd'hui, ce sont principalement des indicateurs qui nous permettent de rendre compte finalement de l'impact ou des dépendances de notre portefeuille. Il y a encore un certain nombre de choses qui manquent, et donc on n'est pas encore aujourd'hui à se dire, typiquement si je prends le MSA, l'empreinte biodiversité, on n'est pas encore en train de se fixer des objectifs de réduction sur ces sujets-là, parce que voilà, c'est une métrique qui est très, très agrégée. Donc, on essaye aujourd'hui de redescendre par facteur de pression ou de redescendre par secteur, justement pour se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de façon un peu plus spécifique sur ces sujets-là. Ça, c'est le premier point. Et puis après, il nous manque encore aussi un certain nombre d'éléments au-delà de la mesure d'exposition
de réussir à traduire tout ça, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire, d'un point de vue impact PNL, impact Solva, etc., quand on est un assureur, parce que finalement, on parlait de nos parties prenantes. Nous, quand on va discuter aussi avec nos dirigeants, bah, c'est aussi des éléments que eux attendent pour pouvoir se positionner, de se dire, mais finalement, vous nous dites qu'on est très exposé, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans les années qui arrivent? Et donc, tous ces travaux, il y a des choses qui sont menées notamment au sein du NGFS, qui regroupe notamment tout ce qui est régulateur pour essayer de produire des trajectoires économiques, on va dire, sur ces aspects aussi biodiff comme ils ont pu le faire sur la partie climat. Et je pense que ça, c'est aussi des choses qui vont nous aider à avancer dans les mois et les années qui viennent. Donc voilà, on a pas mal avancé, mais il reste du chemin. Très clair. Je vais vous donner un petit challenge, Marguerite et Jérémy. C'est vous pouvez donner votre point de vue sur ce sujet, des métriques, voilà, comment est-ce qu'on se crée des objectifs de pilotage, et avec très rapidement, quelques secondes. Je vais aller vite. Je ne vais pas revenir sur le Global Biodiversity Score parce qu'on en a déjà parlé, parce que tu l'as dit, c'est une métrique qui est hyper agrégée. Donc, c'est intéressant de savoir où on part, mais ça ne nous dit rien sur comment réduire notre impact. Par contre, je pense que c'est important de comprendre ces impacts et dépendances via GPS ou il y a le CBF, enfin bon, d'autres acronymes. Il y a plein d'outils qui existent. Ce qui importe, c'est, comme tu l'indiquais, hein, Jérémy, c'est regarder finalement au niveau du dessous et de prioriser quels sont mes principaux impacts. Et par rapport à ces impacts, regarder comment imaginer de comprendre nos impacts en termes de facteurs de pression. Tu l'as évoqué au début, les facteurs de pression des PPES. Est-ce que c'est le changement d'affectation des sols? Est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est sur la surexploitation? Est-ce que c'est le changement climatique? Est-ce que c'est les espaces exotiques envahissants sur lesquels on n'a pas beaucoup de données? Et après, vraiment essayer de regarder, nous par exemple pour le groupe Caisse des dépôts, c'est clairement le changement d'affectation des sols. Donc après, regarder comment mesurer, avoir un état des lieux et puis comprendre comment on peut imaginer une sorte de trajectoire de réduction, soit de trajectoire de réduction, soit de dire on va au maximum réduire nos impacts et puis surtout on va essayer d'aller dans le positif. Donc Lucie l'a évoqué, il y a des opportunités et tu l'as aussi indiqué, hein, il y a des opportunités sur les sujets biodiversité positive, la pêche durable, l'agroécologie, tu en as parlé, il y a plein de startups et on l'a évoqué aussi qui accompagnent les acteurs à comprendre comment comprendre leurs impacts, les réduire, etc. Donc, il y a beaucoup le chemin est encore long, mais comme l'a aussi invoqué Lucie, il y a moyen de faire quelque chose et je pense qu'il faut vraiment prioriser en fait. On ne peut pas tout faire d'un coup, on ne peut pas tout comprendre d'un coup comme on peut le faire plus ou moins pour le climat. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter? Sur la partie impact et dépendance, on a aussi pu faire une analyse encore. Ce qui est un peu frustrant quand on investit dans la tech et on n'est pas dans l'alimentation, dans la mode, dans la pharmaceutique, où les dépendances, je pense, sont assez évidentes et fortes sur la biodiversité, c'est quand on fait ce genre d'analyse, la plupart du temps, on nous dit 95% du portefeuille, c'est pas matériel, il n'y a pas de dépendance forte à la biodiversité. Et en fait, il faut suivre ces métriques, ces bases de données, mais aussi en ayant en tête que ça se base sur un état des lieux au mieux en 2025, mais on va dire des 5 dernières années, et qu'en fait, c'est des risques qui sont en augmentation. Si on prend le sujet des semi-conducteurs, il y a une étude de Price de cette année qui dit que d'ici 2035, il y aurait probablement 30% de la production mondiale de cuivre dont dépendent les semi-conducteurs qui va être dans des zones à risque en termes de sécheresse, et donc un tiers de cette production qui pourrait être mis en danger fort, quoi. Ce qui va impacter derrière les entreprises technologiques, tout l'écosystème sur lequel on parle beaucoup depuis 2 ans, de l'intelligence artificielle, des data centers, etc. Donc, si je regarde, moi, ces métriques, aujourd'hui, on me dit, dépendance, ça va. En termes de biodiversité, il n'y a pas trop de risques. Mais si on se projette à 2035, on se rend compte qu'il y a une part significative qui pourrait être à risque.
On commence à le voir quasiment tous les étés à Taïwan, où il y a TSMC, qui est le plus gros producteur de semi-conducteurs mondial, qui fait face à des sécheresses. Il y a des conflits d'usage entre est-ce qu'il faut mettre l'eau pour les semi-conducteurs ou l'eau pour l'agriculture. Donc, il va y avoir, même sur un portefeuille tech, des risques. Il faut continuer à suivre ces bases de données, ces indicateurs, mais avec aussi une approche un minimum prospective. Et puis très rapidement, sur la partie plus impact positif, on arrive à trouver des métriques dans une approche d'analyse de cycle de vie assez holistique, société par société, solution par solution, et ça ne nous empêche pas d'agir, même si on n'a pas la métrique parfaite agrégée que peut-être on n'aura jamais. Merci pour cette conclusion assez positive. Je vois ça d'un point de vue positif. Moi, ce que je retiens essentiellement de ce passage-là, c'est que voilà, ça reste un sujet ultra complexe. On en parle depuis quelques années maintenant, mais la complexité va perdurer parce que cette notion d'interdépendance des sujets environnementaux que tire la biodiversité, hein, l'eau, les sols, les forêts, voilà, tout ça et le climat, bien entendu, tout ça restera très difficile en tout cas à isoler. Donc, il faut qu'on aborde ces sujets-là de manière holistique. Tu as très bien dit, Jérémy. Si on devait conclure les uns les autres, si vous aviez un message, un call to action, ce serait lequel? Je vais faire gauche à droite. Lucie? J'ai pas préparé. Non, mais je pense que le plus dur, en fait, c'est vraiment le dialogue continu avec les parties prenantes et l'engagement avec les entreprises, en fait, pour les faire transitionner. Finalement, je pense que c'est sur ça qu'il faut continuer. Et puis, penser son business autrement aussi. On voit beaucoup le sujet des plans de transition, notamment les plans de transition nature, et aussi imbriquer les plans de transition nature et les plans de transition climat dans un seul plan de transition. Tu l'avais rappelé au début avec le rapport Nexus. Je pense que c'est ça aussi, c'est désiloter les sujets. Voilà. Sébastien? Ouais, moi, j'en aurais juste deux très rapides. Le premier, c'est sur peut-être au niveau de tout ce qui est asset management, parce que nous, on travaille avec beaucoup d'asset managers. Tu as évoqué les fonds à impact positif, des fonds très spécialisés. Je pense qu'on a un vrai challenge aujourd'hui d'intégration de ces enjeux biodiversité dans l'ensemble des pratiques des AM, y compris sur des fonds actions classiques, de se dire comment est-ce que vous embarquez ces enjeux biodiversité, ces risques, les risques associés, comment vous mesurez vos impacts, et faites en sorte que ce sujet-là soit un filtre important finalement dans la sélection de valeurs, y compris sur des fonds, on va dire, traditionnels. Ça, c'est le premier point. Et je pense que le deuxième sujet, c'est, mais c'est un peu ce que disait Jérémy, je pense ne pas attendre d'avoir la métrique parfaite, le dispositif parfait pour se mettre en mouvement, pour agir. On voit bien qu'il y a des choses à faire positives très, très concrètes. Et je pense que voilà, faut vraiment se mettre en mouvement dès aujourd'hui, puisqu'on le voit avec la publication de l'ensemble des rapports, que ce soit sur le climat, etc. On est toujours rattrapé, on se dit, on a encore 10 ans, puis en fait, le rapport qui arrive, le rapport suivant dit, en fait, il ne reste plus que 2 ans. Donc en fait, on voit bien que ce truc-là, plus on avance, plus on se rend compte des impacts et de la dégradation de tous ces sujets-là. Donc voilà, n'attendons pas pour nous mettre en mouvement. Claire. Marguerite? Oui, merci. Non, du coup, alors, je pense qu'il faut peut-être penser diversité, pas complexité, parce que dans le mot biodiversité, il y a diversité, je pense que c'est vraiment ça. Et je rebondis sur ce que disait Lucie, il faut arrêter de travailler en silo, comme il faut travailler ensemble. Et tu l'as souligné, Benjamin, avec le fonds d'impact. Je pense que c'est important. C'est Benjamin? Sébastien. C'est Sébastien, pardon. Je t'ai appelé Jérémy tout à l'heure. Je ne suis pas après. C'est ça, je non. Anyway, donc oui, voilà. Donc non, mais je pense qu'il faut travailler ensemble, voilà, et désiloter, penser diversité, et puis tester. Je pense que c'est hyper utile de tester, et même si on se prend parfois les pieds dans le tapis, c'est pas grave. On a apporté notre pierre à l'édifice. Très clair. Jérémy? Je vais compléter ce que disait Sébastien sur ne pas attendre pour agir. Alors, tu l'as évoqué sous l'angle de ne pas attendre la métrique parfaite. Moi, je dirais ne pas attendre que les risques se matérialisent dans tous les sens pour agir. Les modèles d'évaluation des risques sont pas encore
toujours parfait. Ça n'empêche qu'on va droit dans le mur si on n'agit pas. Et il y a des solutions qui existent. Nous, on travaille sur les solutions tech, mais il n'y a pas que la tech dans la vie. Donc, si vous êtes un fonds d'ici, financez de la tech au service de la nature. Si vous êtes tout type d'investisseurs, financez des solutions basées sur la nature, financez des choses ancrées dans les territoires. Et puis, par l'agrégat de toutes ces solutions, on arrivera probablement à inverser la tendance. Bravo. Non, c'était très clair. On a débordé un petit peu. Désolé pour ça. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était vraiment très enrichissant et surtout, ça remet bien en perspective qu'on lâche rien. 2025, on arrive 2026, on a encore du chemin à faire. Donc voilà, ravi que vous soyez en tout cas moteur sur ces sujets-là et merci encore de votre participation aujourd'hui. Oui, on va peut-être prendre quelques questions. Il y a deux questions en attente. Merci. C'est une question qui part d'une intuition. L'intuition, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a peut-être un arbitrage à faire entre durabilité au sens environnemental, prise en compte des sujets de nature, biodiversité et inclusion, utilité sociale. Puis je voudrais le ramener sur les territoires parce que c'est le sujet du jour, avec une question vraiment concrète. Ce n'est pas une question de spécialiste, donc c'est vraiment très ouvert. À l'heure actuelle, je prends un exemple d'une collectivité qui devrait décider d'attribuer ou pas un permis de construire pour une maison de santé, dans laquelle on trouve un généraliste, un opticien, un dentiste et puis une infirmière, qui répond à un besoin d'accès à la santé absolument important pour son territoire, mais dont la construction, parce que ça se fait rarement dans les vieilles maisons de ville, ça se construit en périphérie avec une accessibilité, un parking, etc., nécessite d'artificialiser des sols. Est-ce qu'elle a une obligation de devoir évaluer le projet au regard de l'impact sur la nature? Et si elle a cette obligation, c'est quoi l'outil qui lui permet de le faire, s'il existe, qui soit suffisamment simple pour que des élus puissent l'utiliser en séance et puis décider ou pas d'attribuer un permis pour ce type de projet? Merci. Merci beaucoup. Alors, on va pas revenir sur le ZAN, mais normalement sur la réglementation zéro artificialisation nette, l'État français a indiqué aux collectivités qu'il n'y aurait qu'un certain nombre de mètres carrés qui puissent être artificialisables d'ici 2030. Et après, c'est les régions qui doivent finalement mapper, cartographier avec les différents niveaux de collectivité qui aura quoi comme surface artificialisable, qui aura quoi. Et donc, du coup, il y a tout un travail aussi sur qui peut avoir des territoires qui peuvent être des terrains qui peuvent être restaurés. Donc, pour le moment, c'est une réglementation qui ne vaut qu'à partir de 2030, 2031. Les territoires sont déjà en ordre de marche. Et en fait, si la Banque des territoires, c'est aussi ce qu'elle peut financer, oui, les centres de santé. Ce qu'il faut faire quand l'idéal serait de faire quand on est un acteur financier, c'est de regarder la localisation du terrain qui serait à bâtir. Parce que forcément, s'il y a un PLU, un plan local d'urbanisme en France, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, mais c'est un peu pareil, je pense, ailleurs. Si c'est un territoire qui est sur un espace naturel agricole ou forestier, si c'est sur un espace naturel agricole ou forestier, il faut peut-être éviter de détruire cette biodiversité qui existe sur cet espace et peut-être proposer un peu plus loin, il y a une friche industrielle qui n'est pas nécessairement polluée, ou si elle l'est, on peut dépolluer. En fait, ça aura peut-être un coût supplémentaire sur le court terme, mais sur le long terme, finalement, si on regarde tous les services écosystémiques que nous rend cet espace naturel, agricole et forestier, qui potentiellement aurait pu être urbanisé et servir d'emprise au sol de ce centre de santé, on se rend compte qu'il vaut mieux aller sur la friche. Et en fait, il y a quand même beaucoup de friches. Il y a beaucoup de terrains qui ont déjà été artificialisés, qui ont déjà été convertis, sinon on peut dire, parce que finalement, si on pense à un territoire agricole en conventionnel dont les multifonctionnalités ont été quand même vachement amoindries par l'apport en phytosanitaire ou en engrais. Bon, finalement, si le sol est déjà pas en très bon état, il vaut mieux aller artificialiser
on n'a pas de friche, hein, je conviens. Ce type de sol qui n'est pas en bon état plutôt qu'un espace naturel ou un espace en agriculture biologique ou en sylviculture durable. Donc, en fait, en vrai, c'est du bon sens, surtout si on va en périphérie où ça nécessitera aussi de construire des routes, etc. Si on parle parking, en vrai, il y a des parkings semi-végétalisés ou semi-artificialisés qui permettent quand même l'infiltration des eaux. Il y a quand même beaucoup de techniques qui existent pour réduire l'empreinte sur les sols. Donc, il faut, si vous êtes dans l'impact, il faut dialoguer avec le client ou le porteur de projet et voir un peu comment réduire nos impacts. Et on revient à la séquence éviter, réduire, compenser en vrai. Bonjour à tous, Bastien Clément, donc de la mission économie de la biodiversité que Marguerite a pu rapidement présenter tout à l'heure. Je me permets une aparté sur la dernière question. La mission économie de la biodiversité, justement, a été partenaire associé de l'expérimentation ADEMZAN, qui s'est déroulée sur 3 ans et qui a pu accompagner plus de 22 territoires dans la mise en œuvre du zéro artificialisation net. Vous retrouverez l'ensemble des informations en ligne sur le site et je rebondirai juste sur la question des secteurs de l'application pour les secteurs de santé. J'ai participé à un colloque organisé par la Banque des Territoires il y a 3 semaines sur l'intégration de ces sujets de biodiversité au sein des établissements de santé. Il y a possibilité aussi, une fois la mise en œuvre du projet, de mobiliser des infrastructures écologiques pour que les patients puissent en bénéficier. Et je reviens donc au cœur de cette discussion. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais l'intérêt de la biodiversité, on le voit notamment dans la manière dont est structurée aujourd'hui la CSRD, c'est sa dimension intégrative. C'est-à-dire que dans la manière dont vous allez reporter les différents data points, il y a très peu de SRS qui sont autant au centre du cadre de reporting extra-financier qu'est la CSRD, c'est-à-dire que vous allez remobiliser les mêmes données dans les différents ESRS. Et je me posais une question un peu plus spécifique sur l'objectivation de ces enjeux de biodiversité dans vos stratégies commerciales. C'est un élément qu'on voit souvent, notamment dans les projets de financement public. C'est un peu la réflexion qui a été évoquée tout à l'heure. C'est est-ce qu'aujourd'hui, vous allez proposer vos offres, vous avez notamment évoqué plusieurs solutions ou plusieurs fonds qui sont engagés sur les questions de biodiversité. Est-ce qu'aujourd'hui, ces fonds sont remobilisés et redilués dans des produits plus structurés, si je puis dire, et proposés tels quels aux clients pour, par exemple, diminuer le risque? Ou alors, est-ce que ça va être plutôt des produits directement orientés vers une type de clientèle, en fait, qui serait justement spécifiquement intéressée à un fort niveau d'engagement sur les questions de restauration et de préservation de la biodiversité? Merci André. Non, alors comment répondre à cette question? Si j'essaie peut-être de reformuler pour être sûr de ne pas répondre à côté, la question c'est est-ce qu'on a des offres spécifiques qui s'adressent spécifiquement à des gens qui seraient particulièrement intéressés à ces sujets-là, c'est ça? Un tiers de votre clientèle était sensible à ces sujets-là. Ouais. Et vous avez évoqué aussi le fait que les différents fonds spécifiques sur la biodiversité aujourd'hui qui sont financés par différents secteurs. La question que je me posais, c'est est-ce que ces fonds en fait sont un objectif en soi pour la clientèle, ou alors est-ce que les parts de ces fonds en fait sont rediluées dans des produits plus structurés par la suite? Non, ils ne sont pas forcément redilués dans d'autres produits. Hein. Globalement, nous, alors je vais vraiment parler sur la partie assurance vie qui me concerne. Globalement, quand vous investissez au travers d'un contrat d'assurance vie, vous allez avoir plusieurs supports disponibles. Globalement, on va dire il y a le fonds en euros d'un côté, et puis après, toutes les unités de compte sur lesquelles vous pouvez investir. Alors, le fonds en euros, il faut voir ça comme un gros panier dans lequel vous allez investir dans plein de choses. Donc, je mets celui-là de côté, puisque de fait, là, nous, notre job, c'est d'essayer de mettre l'ensemble des critères, d'intégrer l'ensemble des critères ESG là-dedans, et y compris la stratégie biodiversité qu'on est en train de déployer. Donc, pour essayer de proposer quelque chose qui soit au meilleur standard là-dessus. Donc, ça, je mets un peu ça de côté. Là où les clients peuvent, on va dire, aller chercher des choses plus spécifiques, c'est dans le choix de leur support UC, puisque là-dessus, il y a une offre qui est assez large. Et donc, nous, on travaille aussi avec nos directions de l'offre et aussi avec les réseaux des banques et des caisses
pour dire voilà, comment est-ce qu'on fait pour aussi proposer des supports qui soient un peu plus spécifiques au-delà du fonds Action Europe, Action US, émergent, etc. De dire on a aussi aujourd'hui un certain nombre de clients qui ont ces besoins particuliers. En plus, nous, on essaie de les mettre en avant. On est persuadé que ça va aussi trouver son public quelque part. Et donc, notre objectif, c'est aussi de réussir à référencer des fonds plus particuliers, plus spécifiques, dans lesquels les clients pourront investir et qui peuvent être des fonds d'action. Alors, avec la loi Industrie Verte, maintenant, on peut proposer aussi des fonds d'actifs non cotés, notamment de PE. Donc, voilà, c'est un peu la façon dont on construit les choses. Et après, ce n'est pas forcément redilué ou restructuré par derrière. Bonjour. Alors moi, j'avais plutôt une question sur la partie gouvernance. Alors, depuis quelque temps, on voit une thématique de nature on board, et donc de faire intégrer la nature avec un siège dans des conseils d'administration, avec une part de capital. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces démarches-là? Comment vous l'intégrez? Alors, plus d'un côté investisseur, dans votre analyse de la société ou dans l'asset management, sur justement comment c'est perçu, parce que c'est un changement de paradigme sur la détention de capital et sur la voie qui est donnée à la nature dans la gestion des sociétés. Chez Serena, on a réfléchi à ces sujets. Je ne suis pas sûr que je vais avoir une réponse définitive, mais en tout cas, on a rencontré notamment Franz Go qui a rédigé l'ouvrage La nature au travail pour essayer de comprendre, pour nos startups qui vont avoir vraiment au cœur de leur mission des thématiques nature, l'intérêt d'avoir une personne indépendante à leur board qui va pouvoir les aiguiller sur leur stratégie de développement et notamment sur la partie environnementale et les différents aspects de la biodiversité et donc de les accompagner dans leur développement en mettant ce type de personnes au board. Réflexion aussi au niveau de Serena en tant que société de gestion. Pour le coup, on n'a pas tout à fait aujourd'hui de conseil d'administration formalisé, qui est un travail de l'année 2026, donc qui pourrait faire partie des réflexions pour avoir ça. Et puis, troisième sujet, c'est au-delà de ça, les membres de l'équipe d'investissement chez Serena ont un siège au board de nos participations. Et donc, ça pourrait, c'est des discussions qu'on a eues, faire l'objet d'une formation pour devenir d'être un référent administrateur nature. Il faut voir voilà, qui sont les volontaires pour se muscler en termes de compétences pour accompagner les entreprises, notamment les plus exposées. On parlait d'impact, on parlait de dépendance, pour essayer de prévenir les risques. Peut-être que je l'évoquais moi tout à l'heure, des entreprises qui sont dans un secteur de l'intelligence artificielle, des data centers. Il y aura des risques dans les 10 prochaines années. Avoir à son board une personne qui est un minimum mature, qui sait poser les bonnes questions pour prévenir les risques peut être intéressant. Donc voilà, une fois que j'ai exploré, j'ai évoqué ces 3 pistes auxquelles on réfléchit. On n'a pas encore pris de décision, mais c'est intéressant de voir notamment le programme de formateur nature qu'a développé. Alors, il me semble que le fonds de dotation s'appelle V-Voice, sous l'égide de Franz Go notamment. Merci. Alors, une petite question peut-être qui peut être une 4e piste, c'est que pensez-vous de l'IA on board? Parce qu'en fait, on voit bien que la biodiversité échappe à notre entendement, et donc chacun essaye dans son silo de travailler sur ce qu'il peut comprendre et éventuellement essayer de faire des liens entre les différentes dimensions du problème. Et dans le même temps, on a l'intelligence artificielle qui est capable de faire ces connexions beaucoup plus rapidement qu'un humain. On le voit tous les jours avec le développement des modèles. Donc, qu'est-ce que vous pensez en fait d'investir davantage dans l'IA? Est-ce que vous voyez déjà en fait avec les progrès récents de l'IA le fait qu'en fait ces métriques qu'on a du mal à appréhender dans leur globalité, on arrive mieux à le faire, et donc du coup déjà à alimenter de façon vertueuse ce modèle de que ce soit, on va dire, préserver l'impact ou faire de l'impact positif, que sais-je. Est-ce que vous le constatez ou est-ce que c'est encore, on va dire, l'IA
et les modèles d'IA n'ont pas encore ruisselé suffisamment dans les outils pour insuffler cette dynamique. J'ai peut-être un retour, mais je ne suis pas sûre que ce soit une très très bonne réponse, mais bon, bref. C'est sûr que l'IA, elle s'est quand même imposée là, vraiment ces derniers mois partout. C'est sûr qu'il faut quand même avoir une approche hyper précautionneuse, je pense, surtout, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça utilise beaucoup d'eau, etc. Enfin voilà, il y a tout cet impact que l'IA a sur la nature aussi. Et toutes les questions que ça soulève. Après, je pense que si elle est bien utilisée, ça peut quand même effectivement être un levier d'action pour ne serait-ce qu'aller chercher plus de données fines et granulaires sur la biodiversité. Donc, si elle est utilisée dans ce sens-là, alors ça peut être super intéressant. Typiquement, aller chercher des données plus fines sur la dégradation de la nature. Ou, je pense que ça peut vraiment être un levier d'action pour les institutions financières et pour les entreprises pour mieux mapper leurs dépendances, leurs impacts et leurs risques. Pour le moment, on n'en voit pas trop les effets, mais je pense que ça va faire que s'accélérer. Mais voilà, c'est un peu les deux côtés. Moi, c'est mon retour. Mais... Je vais faire un petit crochet. On avait assisté un peu plus tôt dans l'année à une soirée colloque sur l'IA, son utilité pour des chercheurs en biodiversité. Et c'était assez intéressant parce qu'ils expliquaient comment ils avaient construit des modèles qui leur permettaient de réaliser mieux leurs recherches, ou en tout cas d'être plus efficaces. Par exemple, il pouvait y avoir des endroits où ils allaient avoir ce qu'ils appellent des pièges photos. Enfin, globalement, quand un animal passe, il y a une photo qui se déclenche et puis potentiellement, il y a beaucoup de photos qui se déclenchent et notamment certaines où en fait, il n'y a pas spécialement d'animal à voir. Enfin, bref. Et dans ces endroits où ils vont essayer de comptabiliser les espèces, souvent on se retrouve avec des dizaines de milliers de photos. Donc là, ils avaient entraîné des modèles pour simplifier ce travail-là de décompte d'animaux et donc derrière d'état des lieux en termes de biodiversité sur un endroit spécifique. Il y avait un autre chercheur qui parlait de sujets d'acoustique où ils allaient mettre des micros et puis après ils ont l'habitude donc d'identifier de base avec leur oreille quels sont les sons et donc quels sont les animaux. Donc pareil, ils avaient entraîné des modèles d'IA pour simplifier ce travail, pour compter les espèces. Donc on peut trouver, et les chercheurs le font depuis quelques années, des usages de l'intelligence artificielle au service de la préservation, du décompte de la nature. Sur l'aspect purement économique, oui, aujourd'hui, on a un certain nombre de startups qui proposent des solutions augmentées par l'IA ou avec au cœur l'intelligence artificielle. Je ne saurais pas dire avec certitude, surtout qu'un certain nombre de ces solutions sont très, très émergentes et parfois n'ont pas encore vraiment fait la preuve de concept, à quel point ça va être des choses qui sont matures. Et on aura des choses qui vont être sûrement très intéressantes et d'autres beaucoup moins. Donc, j'ai plus envie de dire affaire à suivre là-dessus. Et donc, voilà, tout dépendra de comment tout ça est construit, avec probablement l'importance d'avoir une personne qui est très forte en tech dans cette entreprise, mais aussi une relation avec la communauté scientifique et les écologues pour construire quelque chose de pertinent. Parfait. Je pense que nous allons nous arrêter là. Merci encore aux panélistes, merci aux participants.